la radio de la communauté. Nous sommes aujourd'hui le 22 août 2020. Les amis de la rédaction, c'est aujourd'hui. Nous avons donc pour inviter Kola Memi. Allô, salut Kola. Bonjour, bonsoir, cher Jean Lewis. Voilà, c'est habitué de la radio de la communauté. Nous aurons Bakim Kaya qui sera en audio. Nous aurons également Lionel Hubert Gamba et nous attendions Jacques Okuya et Alphonsine Mikuiza également en audio. Nous aurons notre ami Charles Alexandre en audio également pour quelques difficultés techniques à leur niveau. Alors, vous pouvez donc voir Kola Memi en train de s'affairer là-bas à arranger sa caméra. Nous parlons aujourd'hui de la situation des sinistrés du 4 mars 2012. Alors, vous vous rappelez de cette déflagration qui avait eu le 4 mars 2012 et qui ont entraîné la mort de plusieurs Congolais, des milliers de Congolais et la destruction de leurs biens. Nous savons qu'à l'époque, le gouvernement avait pris des mesures pour essayer de s'occuper de ses compatriotes, mais aux dernières nouvelles, nous apprenons également que des mesures ont été prises policières pour chasser, donc faire déguerpir ceux qui avaient pris d'assaut les nouveaux bâtiments construits, certainement servant de site de sinistrés. Pour éviter la confusion sur l'interprétation des faits, nous avons donc en direct de Brazzaville notre correspondant Bakim Kassem Kaya qui nous parle de la situation. Alors, Bakim, avec vous, quelle est l'information officielle que nous pouvons retenir sur cette affaire? Bonsoir d'abord à tous les auditeurs de la radio de la communauté. Bonsoir. Je vais vous donner sur les sinistrés du 4 mars qui est basé à Kintélé. L'affaire date déjà peut-être plus de 5 mois avec la dame mère Christelle Messa Sassou, qui est la fille du président de la République, Denis Sassou Nguesso. Pour elle, il y en avait 64 sinistrés qui s'étaient infiltrés, qu'elle ne reconnaissait pas dans son bulletin d'enregistrement des sinistrés qui étaient à Kintélé. C'est pour cette raison que lui, elle a procédé à déguerpiller ses habitants, ses Congolais, ces 64 habitants dont elle parle, des sinistrés fictifs. Bref, que cela ne tient en ce qu'on maîtrise ici, et que tous les habitants qui sont télé sont des sinistrés de l'affaire du 4 mars 2012. Alors, Bakim, excusez-moi, première question. Est-ce que ces sinistrés, d'abord, sur le plan financier, avaient été dédommagés parce qu'on parlait de dédommagement, c'est-à-dire de sommes d'argent versées à chacune de ces familles? Bon, selon les informations que j'ai, selon les investigations que j'ai menées sur le terrain ici, en ce que je sache, oui, il y en a des sinistrés qu'on avait dédommagés. Il y en a certains aussi qui n'ont rien eu. Si vous avez constaté même la chanson de Roga Roga quand on parle de contentieux, oui. Je pense que l'expression contentieux est venue après les émeutes du 4 mars, parce qu'il y en a des familles qui n'ont jamais reçu quoi que ce soit. Il y en a même des familles qui n'ont pas reçu des allocations familiales de 3 millions que le gouvernement avait promis. Le gouvernement avait stoppé cette opération parce qu'il y en avait tellement pour la pagaille, et jusqu'aujourd'hui, qui est resté sans suite. Maintenant, au niveau des maisons, il y en a des quartiers qui ont été rétablis, tels que Mpila, la zone de Blanchet, Mpila 31 juillet Saint-Tropez, Mpila, la zone de Yoro, mais pas Kangambandi, pas 753, pas Galini. Donc, il y en a des zones, jusqu'à aujourd'hui, qu'on n'a pas encore rétabli les maisons. Il y en a des zones qu'on a rétablies. C'est là où vous constatez même les jeunes de Kangambandi ont toujours tendance de vouloir attaquer l'hôpital ou bien des maisons qui sont à l'enceinte du camp, là où était au camp, parce que jusqu'à aujourd'hui, les maisons sont restées vides. Pourquoi? Pour une simple raison, ces populations attendent toujours réparation. Donc, dire qu'il n'y en a pas
des sinistrés qui ont reçu ces allocations, bien rétablissement de maison, je dirais faux. Il y en a ceux qui ont reçu et il y en a ceux qui n'ont pas reçu. Mais quand on essaie un peu de voir le quota, ceux qui n'ont pas reçu sont plus nombreux par rapport à ceux qui ont reçu. Alors, vous n'avez... Oui, allez-y. Quand on essaie un peu de voir au niveau des infrastructures, le quartier, ou bien la zone qui a été bâtie sans problème, c'est la zone de Saint-Tropez. Donc, la zone qui est proche de l'ancien Sosico, la zone de la Marine nationale, qu'on appelle le rond-point Saint-Tropez. Alors, donc, si je comprends bien, donc pour la gouverne de ceux qui nous écoutent à partir de l'Occident ici, les nouvelles maisons qui avaient été construites l'ont été sur le site même de cette déflagration, cette destruction. C'est cela? Effectivement, c'est cela. C'est cela. Est-ce qu'il y a eu dans la distribution une opération officielle, listing avec des noms? Comment ça s'est passé, cette distribution? Ce qui est vrai, je dirais que l'affaire est toujours sombre jusqu'au jour d'aujourd'hui parce que les maisons sont restées vides et qu'il y a des gens qui parlent que, soi-disant, les maisons ont été remises à Disselba. Il y en a d'autres qui parlent que c'est encore au niveau du gouvernement et le gouvernement n'avait jamais rendu public son rapport concernant ces maisons. Donc aujourd'hui, j'ai l'incapacité de vous donner une bonne source d'information concernant ces maisons. Mais en ce que je sache, jusqu'au jour d'aujourd'hui, ces maisons-là sont restées vides. Mais non, il y en a dans la zone telle que la zone de Kangambandi que le gouvernement avait promis redonner les moyens aux propriétaires pour aller chercher peut-être ailleurs. Et jusqu'aujourd'hui, l'affaire est restée en quarantaine. Personne n'a encore reçu quoi que ce soit concernant la zone de Kangambandi. Alors, donc, ce qui a poussé, nous allons passer donner la parole aux autres, cette maire de l'arrondissement, je ne sais pas quel arrondissement il s'agit ici, de Talangaï, voilà. Donc, Madame Sassou Nguesso, comment vous l'appelez? Mensa? Faisal Messa Sassou Nguesso. Voilà. Quel a été le déclic? C'est parce qu'elle a constaté effectivement que des intrus occupaient ces maisons, donc des gens qui ne le méritaient pas? Oui, elle a constaté qu'il y avait 64 familles fictives, d'après elle. D'après elle, c'est ce qu'elle a constaté, qu'elle a commencé à réclamer que ces gens-là libèrent les locaux depuis 5 mois. Et avant-hier, il a pris des mesures policières pour faire ça par la force. Manu Militari, est-ce que sur le site, est-ce qu'on peut encore voir les vrais réfugiés, notamment les vrais sinistrés, j'allais le dire? Oui, les vrais réfugiés sont toujours là. Et dire que ces gens-là ne sont pas des réfugiés... Non, les sinistrés, il faut parler de sinistrés. Et ce sont des sinistrés. Oui. Ce sont des sinistrés, même si ils se sont retrouvés là-bas fictifs. Mais ce qui est vrai, ce sont des sinistrés. Ce sont des familles qui ont vécu à Mpila. Il y en a certains qui ont vécu dans la rue à Bolo, qu'on a posé des questions, qu'on est allé voir les lieux où ils étaient à Mpila. Effectivement, ce sont des sinistrés. Je ne sais pas comment ça se passait pour avoir une maison au camp Kintele, mais si on pense que ce sont des fictifs, je ne sais pas. Mais ce qui est vrai, ces familles-là sont aussi des sinistrés. Voilà, nous allons dans quelques instants avoir l'arrivée. Donc, nous avons déjà l'arrivée d'Alphonsine Mukwiza, nous avons également Lionel Hubert Gamba, nous avons Kolar Mimi. Vous constatez que ce plateau est un plateau assez chargé et c'est pour cette raison que nous avons préféré utiliser l'audio pour certains et la vidéo pour d'autres. Alors, donc Jacques, donc l'audio s'ouvre rapidement. Alors, rapidement, une réaction sur ce que les notes, en quelque sorte, de reportage de notre ami Bakim Kassem. Est-ce que vous avez une réaction là-dessus, Lionel Lachaud ou Collard? Oui, moi j'ai quelque chose à dire parce que c'est un sujet qui a interpellé tous les Congolais par le monde. Et en concomitance de ce qui s'est passé dans les quartiers Bakongo, précisément, on a vu les sinistrés sont tassés l'ex-usine de Kinsundi. Et pour bon nombre d'entre les familles,
elles n'ont pas été aussi accompagnées comme cela avait été annoncé par le gouvernement. Je crois que l'État congolais a une part de responsabilité dans ce qui est arrivé, mais aussi pour reloger les familles. Je crois qu'il relève de la responsabilité de l'État de pallier cette insuffisance. Voilà, nous sommes donc aux gens de la communauté avec, vous voyez, cette équipe musclée aujourd'hui qui, aux gens de la communauté, je vous annonce l'arrivée également de Charles-Alexandre Nsanga depuis la France. Kolarmemi, réaction quant à la présentation même des faits par M. Bakim Kassem. Nous aurons dans la suite Alphonsine Mukwiza et Jacques Sokuya qui également vient d'arriver. Alors, bonjour à vous, cher Jean-Louis. Bonjour à M. Lionel Hubert Ngamba. Bonjour à M. Kassem, Charles-Alexandre Sandra, Madame Alphonsine Mukwiza et bonjour surtout à tous ceux qui nous suivent de partout dans le monde. Alors, nous parlons aujourd'hui, je ne sais pas si je m'entends, oui. Oui, allez-y, allez-y. D'accord. Nous parlons aujourd'hui des victimes, plus précisément de la, j'allais dire, la maudite journée du 4 mars 2012. Alors, pardon, j'ai envie de dire ceci. On ne peut pas parler des victimes du 4 mars 2012 sans pour autant rappeler ce qui a été dans son ensemble, dans sa totalité, la journée du 4 mars 2012. En effet, d'après ce que je sais, ce qui m'a été rapporté, ce que j'ai vu à travers différents reportages, c'est une journée qui a été caractérisée par une série d'explosions. La première explosion a eu lieu, je crois autour de 6h30, 7h par là. Et la deuxième explosion a eu lieu un peu plus tard. Et je pense que tous sur ce plateau, nous serons d'accord de dire que la deuxième explosion était la plus foudroyante, la plus meurtrière, la plus destructrice. Voilà. Voilà, pour moi, la journée du 4 mars qui a endeuillé de nombreuses familles au Congo-Brazzaville, qui a réduit les gens à zéro, permettez l'expression, qui a fait des gens, des retraités, des sinistrés, des orphelins un peu partout dans les quartiers nord de Brazzaville, ben, cette journée, en effet, a été caractérisée par, voilà, par ces deux explosions. Une fois que cela est dit, j'ai envie de dire que nous avons vu la réaction du gouvernement à chaud, un peu plus tard, et puis jusqu'à ce que le procès arrive au niveau du palais de justice. Bon, notre reporter, le reporter en la personne de monsieur Bassem Kaya, nous a beau expliquer ce qui s'est passé, ce qui se passe justement sur le terrain à Brazzaville. Monsieur Hubert Ngamba est allé également dans le sens en nous rappelant que sur le site de Kinsoundi là-bas, il y a eu également, enfin le parallèle avec le site de ce qui s'est passé sur le site de Kinsoundi. Bon, moi j'ai envie de dire une chose, encore une fois de plus, avant de tirer toutes ces conclusions, parce que la vérité c'est quoi? La vérité c'est que pour parler de ces victimes, il faut s'y voir en face ce que le gouvernement congolais a dit, ce que le gouvernement congolais pense de ce qui s'est passé exactement. Or, nous savons qu'à ce jour, au moment où nous parlons, bien qu'il y ait eu un procès, le gouvernement congolais n'a pas pu réunir, et je pense que c'est le cas de tout le monde, ceux qui ont été cités à la barre, ceux qui ont été en responsabilité. J'ai en mémoire le ministre, l'ancien ministre délégué à la Défense, M. Zakari Bouaou. J'ai également en mémoire le ministre de l'Intérieur qui l'accompagnait sur le plateau de Télé-Congo, en la personne de M. Le nom m'échappe, le ministre de l'Intérieur, Zéphirin Boulou, voilà, Zéphirin Boulou, et sans compter M. Denis Sassou Nguesso lui-même, puisque si on se rappelle, si on se souvient, bien entendu… Collard, nous sommes en train de… le thème, c'est sur les droits des sinistrés. Oui. On ne va pas se fourvoyer dans les histoires de procès, sinon nous ne parlerons pas des bénéficiaires
car à le fait. plateau est tellement surchargé que on devrait être succinct. Je suis complètement d'accord avec vous. Mais seulement, ce que je voulais ramener à la surface, c'est qu'on ne peut pas parler des droits des réfugiés, des droits des victimes, des droits de ceux qui ont été justement victimes de toutes ces explosions, du moment où l'État, jusqu'à ce jour, a été incapable de réunir l'ensemble des éléments permettront une analyse sérieuse, pour ainsi dire, la part de vérité que les Congolais doivent entendre, que les Congolais doivent savoir, la part de vérité sur ce qu'a été cette tragédie, j'allais dire, exponentiellement meurtrière. Voilà. Une fois qu'on a dit cela, maintenant, je suis d'accord avec vous, on peut shooter en disant que, à ce jour, M. Bakim a su bien le dire, les maisons ont été construites, ici ils appellent ça les HLM, les logements collectifs ont été construits sur le lieu même où il y a eu des explosions. Seulement, ces maisons sont inoccupées. On a vu sur les sites de Kintele, là où est la mère, la fille de M. Denis Sassou Nguesso, en la personne de Christelle Mensa Sassou, je crois, qui parle aujourd'hui de 60 personnes qui viennent occuper illégalement ces sites. Oui, on voit très bien que jusque-là, rien n'est fait pour les victimes de cette journée du 4 mars. C'est pour cela que je voulais qu'on revienne un peu sur ce qui s'est passé, parce que la seule démarche que l'État congolais a pu mettre en place, la seule initiative que l'État congolais a pu exécuter, c'était en urgence donner de l'argent à des parents, donner de l'argent à ceux qui ont perdu justement leurs biens, leurs parents, leurs enfants, leurs fils, les mamans, le papa, tous ceux qui se sont retrouvés dans une situation difficile, une certaine somme, d'autres sommes se levaient, je crois, à 3 millions par personne, par tête. Seulement, là encore, on a vu qu'au-delà de cette opération, rien n'a été fait. Et donc, j'ai envie de dire que les sinistrés sont abandonnés à eux-mêmes. Les victimes sont abandonnées à eux-mêmes. L'État congolais n'a jamais voulu caresser comme il se doit sa part de responsabilité. L'État congolais a été défaillant. L'État congolais a organisé sa propre fuite en amont pour éviter, bien entendu, de gérer comme il se doit cette situation qui est difficile pour les victimes, cette situation qui est difficile pour les Congolais, parce que les Congolais ne savent pas exactement ce qui s'est passé. Et c'est là encore, je trouve que le gouvernement congolais, enfin, ceux qui ont la responsabilité, parce que c'est la même équipe qui continue aujourd'hui, à l'instar de M. Charles Zakari Bobao, qui a été remercié, mais pour le reste, c'est les mêmes personnes qui sont là. Et donc, à ce jour, ils sont incapables. Et voilà, nous voyons même qu'à la date anniversaire de cet événement, l'État congolais ne fait absolument rien pour nos citoyens qui ont été les victimes de cet attentat, donc pour moi, de cette explosion, pardon, de ces explosions. Donc pour moi, si vous permettez, c'est un réel plaisir que ce soir, nous puissions parler, nous puissions dire un certain nombre de choses concernant ces victimes des explosions du 4 mars. Merci à vous, voilà. cher John Lewis, et à tous ceux qui partagent ce plateau. Merci. Voilà, je vous rappelle que nous sommes 7 sur ce plateau. Soyons succincts, sinon on ne va pas en finir. Si vous prenez une moyenne de 5 minutes par individu, multiplié par 7 intervenants, ça va être des heures et des heures à passer ensemble. Alors, merci donc, Collard, à vous. Alphonsine Mukwiza, je crois que vous nous entendez en audio. Hein? Oui, bien sûr, je vous entends. On va donner à Alphonsine la parole et nous serons à notre ami Jacques Sokouya et Charles-Alexandre va terminer ce premier tour de table. Alors, Alphonsine, vous avez suivi quelques aspects de l'intervention de Bakim. Nous avons toujours des problèmes. Donc, nous avons appris que les occupants des bâtiments construits par le gouvernement, certainement pour ces sinistrés, ont été déguerpis. Nous ne savons pas, il y a peut-être une confusion. On nous parle de 64 faux occupants de ces bâtiments et qui ont donc été déguerpis. Est-ce que vous avez l'information d'abord et qu'est-ce qui peut en résulter du constat que vous faites? Merci, Monsieur Jean Lewis. Et je tiens à saluer tous les panélistes qui sont avec nous sur ce plateau. Et la situation des sinistrés du 4 mars est catastrophique. Donc, nous avons suivi
ce qui s'est passé, ce qui se passe hein, par rapport à leur situation de logement. C'est déplorable. Moi, les bras m'en tombent. Ça date quand même de 2012. Alors, je vous assure que j'ai vu moi-même les dégâts parce que l'été 2012, j'étais au Congo-Brazzaville. Donc, j'ai vu l'ampleur des dégâts et j'y étais également en 2014. Je n'avais pas vu une évolution quelconque. Donc, je suis allée moi-même. J'ai discuté avec les riverains, hein, du moins ceux qui n'ont pas eu de dégâts aux alentours. Mais c'est triste. C'est triste qu'aujourd'hui, qu'on nous parle de 65 squatteurs, des gens qui n'ont pas le droit. Alors, là où il y a eu cette catastrophe, il y avait des rues numérotées. Donc, je suppose que le cadastre avait les numéros des rues, les noms des rues et les numéros. Et facilement, à partir du cadastre, on pouvait mener des enquêtes et savoir qui était dans quelle parcelle et justement régler ce problème par rapport à ça. Donc, je suis étonnée qu'aujourd'hui, quand on nous parle des logements, on est en train d'expulser les gens. Mais l'État devait exproprier les sinistrés, c'est-à-dire les exproprier et tout simplement créer un nouveau quartier à la périphérie de Brazzaville pour ces populations-là, c'est-à-dire indemniser chaque population, chaque personne, chaque famille qui avait une parcelle dans ce secteur, dans cette zone où il y a eu la catastrophe, devait avoir une parcelle dans le nouveau quartier qu'on devait construire pour ces sinistrés-là. Donc, je suis étonnée qu'on nous parle encore des logements aujourd'hui en 2020. Donc, vous imaginez, c'est pas possible cette gestion chaotique du pays. C'est des choses simples, élémentaires à mettre en place. Exproprier les sinistrés et créer un nouveau quartier. Je ne comprends pas. C'est pas l'espace qui manque dans la périphérie de Brazzaville. Et chaque famille devait récupérer une parcelle dans ce quartier-là pour s'installer, construire une maison. C'est ça qu'on fait. Donc, je ne comprends pas pourquoi on nous parle des squatteurs. Ça ne devait pas exister d'ailleurs. Si on avait fait le travail en amont, ça ne devait pas exister. Voilà, je vous ai parlé du cadastre, je vous ai parlé des noms de rues et des numéros de rue. Donc, on savait dans telle parcelle qui occupait telle parcelle, telle autre. Donc, il suffisait de refaire le recensement, retrouver les documents du cadastre et faire le travail. Donc, alors, je ne comprends pas pourquoi cette femme, comme toujours, hein, ils font des choses selon eux. Voilà, la loi, on ne connaît pas la loi, on ne connaît pas les principes élémentaires de gestion d'un pays, de gouvernement. On ne sait pas. Voilà, c'est vraiment déplorable. Voilà, merci. Je sens qu'il y a trop de bruit quelque part. Alors, la consigne est que quand vous ne parlez pas, vous devez arrêter votre micro pour ne pas perturber le plateau, car je me verrai dans l'obligation d'arrêter ces micros-là où on perçoit un bruit de fond. Alors, Jacques Sokouya, vous venez d'arriver. Merci donc d'être là. Mais vous semblez plus ou moins noyé là. Voilà. C'est mieux déjà. Salut Jacques Sokouya. Oui, bonsoir à vous, mon cher aîné Jean-Lewis. Alors, vous avez quitté et à Brazza. tous ceux qui sont sur le plateau. Vous avez quitté Brazza il y a bien longtemps, peut-être avant ou après le 4 mars, je crois. Quelques jours avant, 4 jours avant le 4 mars et puis 4 ans après. Voilà, les nouvelles qui nous parviennent du pays disent que les autorités ont décidé de déguerpir les occupants anarchiques des bâtiments qui ont été construits, les logements construits pour aider les sinistrés, les reloger. Est-ce que vous avez ces informations? Nous voulons avoir l'information officielle qui circule à Brazzaville, les raisons pour lesquelles ces gens ont été et comment on a pu établir qu'ils étaient des faux occupants. Présentez-nous la situation, ce que vous en savez. Moi, personnellement, j'estime que c'est du banditisme qui se passe au Congo. Parce que beaucoup de gens aussi
dans la politique congolaise se sont perdus dans le sens que les gens ont préféré cibler Sassou plutôt que de parler des problèmes réels. Quand on parle de ces problèmes de sinistrés, je ne crois pas que c'est Sassou qui a donné l'ordre de les sortir. Eh bien, dis donc. Maintenant, il y a une chose. Et c'est lui le président du pays. Quand tu as parlé, je n'étais pas répondu. Apprenez un peu à être un peu civilisé. Je n'étais pas répondu, je t'ai écouté jusqu'au bout. Voilà. Donc, ce n'est pas lui qui donne l'ordre. Maintenant, quand ça arrive à lui, parce que ça passe à la télé, ce que nous condamnons de Sassou, c'est son inaction. Parce qu'en tant que président de la République, quand tu l'apprends que des victimes d'un événement qu'ils n'ont pas souhaité se retrouvent en situation d'urgence et que les hommes qu'il a nommés n'agissent pas et que lui ne fait non plus rien, il en devient coupable. Personnellement, j'estime que c'est vraiment des voyous au Congo. Parce que ce soit le ministre de l'Intérieur, que ce soit le directeur de la police nationale, ou que ce soit le directeur de la gendarmerie qui a dépêché ces personnes, sont tous des bandits. Car ces gens, étant victimes, devaient être assistés plutôt qu'être poursuivis comme des voyous ou des coupables. Parce que j'ai vu qu'on les appelait des voyous. Ils sont voyous de quoi? Ils squattent quoi? Parce que les maisons qui ont été reconstruites pour eux, ils ne les ont jamais intégrées. C'est devenu un commerce de Jean-Jacques Bouya et ses sbires pour mettre les gens qui sont bien nantis. Mais ces maisons ont été construites pour eux et non pour ces gens-là. Donc personnellement, sur ce dossier, je ne trouve rien de bon à dire pour le pouvoir de Brazzaville parce que c'est un pouvoir de mafieux. Mais tous ceux qui sont autour de Sassou, c'est de la merde. Et si lui ne condamne pas, il est pareil qu'eux. Donc j'estime qu'il faut commencer à protéger les populations civiles, car cet événement a meurtri toute la nation. Et il n'est pas correct qu'aujourd'hui, ceux qui sont victimes de quelque chose deviennent des coupables. On ne peut pas les expulser de Kintélé, parce que tous ces logements ont été aussi construits dans un but, c'est de reloger ces gens. Même les 3 millions ont été devenus un commerce, un business. Il y a des gens qui n'ont même pas touché cet argent. Il y a des gens qui ont touché 10 fois cet argent parce que c'était devenu un compte avec des rétrocommissions. Donc, si ce pouvoir machiavélique continue ainsi, Jax, est-ce que tu peux à un moment, il faut que des voix se lèvent. Allô, Jax? Est-ce que tu peux reprendre? Oui, là, je t'écoute. Tu disais que des gens qui ont touché 10 fois cet argent? Je n'ai pas bien qui entendu. ont touché 10 fois les 3 millions de Brazzaville. Il y a des gens qui ont touché 10 fois cette somme parce qu'ils appartenaient à une certaine famille dont le parent est un des dirigeants du Congo. Donc son nom a été mis de plusieurs manières avec plusieurs orthographes pour toucher cette somme. Alors que les vraies victimes n'ont pas perçu cet argent. Aujourd'hui, des personnes qui essaient de se débrouiller, qui ne vivent même pas, qui survivent, vont s'installer à Kintélé des maisons qu'on a construites pour ces gens-là. Qu'on vienne les expulser sans aucun procès, je ne trouve pas ça correct. Parce que défendre la vérité, c'est vrai, et c'est ce que je fais aujourd'hui encore. Moi, j'estime que notre pays aujourd'hui a échoué parce que les hommes politiques du Congo ont décidé de sacrifier leur peuple au profit de leurs intérêts. Le 4 mars, qui n'est qu'un sale coup, et je le dis, je ne mâche pas mes mots, comme j'ai dit au Tchonga, qui n'est qu'un sale coup pour supprimer Tchourou, a sacrifié des milliers de personnes. On nous a parlé de 300 personnes. On nous parle des dossiers qui n'existent même pas. Mais aujourd'hui, le 4 mars existe. Et il n'y a pas eu les centaines de morts qu'ils ont dit. Il y a eu des milliers de morts. Donc, ces mêmes gens-là qui ont perdu leur famille, qui ont perdu leur maison, leurs enfants, leur argent, se retrouvent en situation d'urgence, vont quelque part, même s'ils squattaient. Mais on a vu des gens qui squattent en France. Je n'ai jamais vu les policiers venir expulser ces gens. Au contraire, on trouve un accord parce qu'il faut loger les gens.
Et pourquoi dans notre pays, des gens qui ont déjà souffert doivent encore souffrir doublement? Parce que nous sommes nous-mêmes mauvais. Et tous ceux qui dirigent au Congo ne méritent pas d'être à la place où ils sont. Ils ne méritent pas. Le ministre de l'Intérieur aujourd'hui aurait dû prendre un décret. Monsieur Raymond Zéphirin Moulou, là je rejoins Clément Collard, mon frère Collard, je le rejoins dans ce sens. Le ministre de l'Intérieur aurait dû prendre un arrêté dans le sens où il fallait protéger la population civile. S'il ne le fait pas, il est complice ou il est même auteur de ça. Et quand son chef assiste sans agir, j'estime qu'il devient aussi coupable de ça. Donc, on veut tuer toute la population congolaise. Voilà, merci Jax. Nous allons terminer ce premier tour de table avec Charles Alexandre. Vous avez suivi M. Okuya, Charles Alexandre. Là, il y a beaucoup de choses. La mafia, vous avez le sale coup pour supprimer Tsuru. Ce sont là pour nous certainement des révélations. J'espère qu'il reviendra dans le dernier tour de table pour être un peu plus clair sur ce point de vue. Charles Alexandre, les sinistrés, qu'il s'agisse de vrais ou de faux, il y a quand même des gens dans la rue aujourd'hui qui sont maintenant ce que vous appelez en France là-bas des SDF. Alors, on ne sait même pas sur quelle base on a pu détecter le fait qu'ils n'étaient pas de vrais sinistrés. Et donc, on nous dit que c'est une mafia où des gens se sont partagés des appartements où ont perçu 10 fois les paiements faits par le gouvernement. C'est scandaleux, Charles Alexandre. Bonjour, Jean Lewis et le plateau qui nous entoure aujourd'hui. Merci, bonjour. Et merci de m'avoir permis de participer à cette émission. Les droits des sinistrés au Congo, je me demande s'il y a lieu franchement de parler des sinistrés du 4 mars. Mais tout le monde est sinistré au Congo. Tout le monde est sinistré. Où va l'argent des retraités? Les retraités ont cotisé. Les étudiants souffrent dans pratiquement tous les pays du monde. Alors, pourquoi expulser les sinistrés qui étaient d'abord propriétaires chez eux à Talangaï, à Mpila, par-ci, par-là? Ils étaient propriétaires, comme venait de dire Alphonsine Mikwiza. Ils sont bien répertoriés au niveau du cadastre. S'il y a lieu à donner de l'argent à n'importe qui ou aux parents de Sassou, à tous ceux qui entourent Sassou, ce n'est pas eux qui le méritent, c'est d'abord à ces gens-là. Ils n'ont pas été responsables de ces bombes qui ont fait sauter tous les quartiers d'une partie de Brazzaville. Aujourd'hui, le Congo n'arrive pas à régler un petit problème. En dehors des étudiants, vous avez un cas, mais très simple, l'exemple d'un ambassadeur qui a été affecté quelque part, mais à qui on a demandé de payer son billet, le billet de sa famille et le transport des bagages. Et s'il ne paye pas, s'il ne se rend pas à son poste d'affectation, ben, il perd le poste. Ce qui signifie que le pays est complètement à terre. C'est bien de parler. Moi, bon, vous connaissez bien ma position, j'ai toujours condamné ce que fait Claudia et son frère et tout le monde, les Bouya et tout ce monde-là, les Jidéo. Mais les sinistrés, les sortir de là où ils sont, c'est un double crime, franchement. Je ne vois plus rien à dire là-dessus. C'est triste. Voilà. Les retraités sont en train de mourir par manque de soins, alors que tous les 3 mois, ils avaient un petit peu d'argent. Jean Lewis, je ne sais pas quoi dire. Sérieusement. Voilà, nous allons faire un tour de table de 2 minutes. Je viens d'ouvrir mon chrono. Hein. On ne me voit pas certainement. Hein, voilà. Voilà, je viens d'ouvrir mon chrono.
tour de table, 2 minutes. Alors, nous allons voir comment... Est-ce qu'il est toujours là, Jacques Soukouya? Je crois qu'il est parti, non, Jacques? Parce que je ne le vois pas sur le plateau. Hein. Alors, Bakim, Oui. Bakim, voilà, vous m'entendez. Alors, Jacques Soukouya, on nous dit que cette affaire... Donc, comment avait été... je sais que vous n'êtes pas du gouvernement, mais comment avaient été faits ces paiements? Est-ce qu'il y a eu, comme le soulignait Okouya, du favoritisme de la magouille, de la mafia? C'est un scandale, là. Est-ce que vous avez eu vent de l'information? Est-ce qu'on en parlait dans les journaux à l'époque? Oui. 2 minutes. Oui, en fait, au niveau de l'organisation des allocations familiales, il y a eu vraiment la pagaille, que je dirais la corruption à ciel ouvert, depuis les chefs de quartier et les chefs de zone, avant même de parler peut-être des agents du ministère des Finances. Le gouvernement est conscient de ce scandale qui est passé aux yeux de tous les Congolais. C'est la raison qui a poussé même au ministère des Finances d'arrêter l'opération qui devait relancer peut-être un peu plus tard. Malheureusement, jusqu'aujourd'hui, c'est séance radio. Mais non, comment ça se passait? Normalement, ça se passait, le recensement se passait d'abord les chefs de zone, chefs de bloc, chefs de quartier, qui s'en occupaient de chaque zone, chaque quartier, à faire l'enrôlement. Malheureusement, il y en a eu des autorités du quartier qui ont inséré même des gens qui n'étaient pas dans les quartiers, qui ont oublié même des gens qui étaient peut-être même parce qu'ils avaient eu des petits contentieux avec X, Y. On a assisté à des choses pareilles. Au niveau du ministère de Finances, les agents du ministère de Finances, quand ils sont venus pour faire le constat, ils ont ajouté encore le pire. Il y en a des contentieux qui ont perdu des parents, qui ont perdu des enfants, qui n'ont jamais touché en franc ces allocations familiales. Donc, il y a eu une mafia bien organisée au niveau des agents du ministère de Finances et des autorités du quartier. Il y a eu vraiment un grand mafia. Ça, c'est pas quelque chose qu'on peut s'en passer. Cela est vrai. Bref. Maintenant, au niveau des commissions, parce qu'au départ, quand le 4 mars est arrivé, il y en a eu des populations qu'on a passées à la télé en combo. Il y en a d'autres qui sont partis à l'église Sainte-Anne, vers Poto-Poto. Dans un premier temps, à Kintélé, là-bas, il n'y avait personne. Après, le gouvernement a pensé faire des commissions afin d'envoyer les différents citoyens dans des sites. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement que si on a eu des gens à Kintélé, qu'on parle soi-disant de 1000 logements de Kintélé, ça veut dire qu'il y a eu une commission qui était là à enregistrer chaque famille, chaque zone et chaque maison. Donc, chaque famille avait une maison de 2 chambres salon, douche, WC, cuisine à Kintélé. Donc, je vois pas un monsieur qui sort du néant, en plus gagner une maison au camp de Kintélé, à 1000 logements. Je vois pas ça. Donc, si aujourd'hui on parle des sinistrés fictifs, ça veut dire que le désordre est parti soit de la mairie, soit des commissions. Donc, il faut accuser tout de suite là les commissions et voire même peut-être lui-même le maire. Parce qu'on ne peut pas admettre que de 2012 à aujourd'hui, qui fait 6 ans, et que c'est à peine 5 mois qu'on va constater que non, il y a des agents fictifs, il y a des sinistrés fictifs. Oui, sinistrés fictifs. Est-ce qu'ils étaient habitants de Mpila, oui ou non? Voilà, Bakim, tu es allé largement au-delà. Je te fais un bonus de plus d'1 minute. Alphonsine Mekwiza, c'est récurrent. Alphonsine, est-ce que vous m'entendez là? Oui, je vous entends. Voilà, c'est récurrent. Le problème de la mafia, de la magouille, c'est celui-là le vrai problème. Alors, les vrais sinistrés sont plus ou moins abandonnés à leur propre sort. On ne sait même pas ce qu'ils doivent faire souvent, puisque ceux qui dirigent, justement, n'ont privilégié que des gens qui n'avaient même rien à voir avec ce sinistre. Exactement, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Dès le départ, c'est des parcelles qui étaient occupées
par des individus, hein, comme on vient de le dire, donc répertoriés au cadastre. Donc c'est facile, on a quand même, Brazzaville, c'est une ville plus ou moins bien tracée, où on a des noms des rues, je l'ai dit déjà. Donc facilement, dès le départ, quand il y a eu cette catastrophe, justement, par la faute de l'État, hein, il faut le dire aussi, hein, ce n'est pas une catastrophe naturelle, hein, on est bien d'accord. Donc l'État est totalement, complètement fautif. Donc, les victimes, ils sont victimes de la mauvaise gouvernance de l'État. Déjà, stocker les armes au plein milieu d'une grande ville et des obus à côté des habitations, je ne sais pas si ça se fait encore. Vous rappelez de vous entendez ce qui se passe au Liban, combien tout le monde, les populations sont sorties, tout le monde conteste justement cette façon de faire, comment on peut laisser des produits dangereux au milieu des habitations. Et le Congo ne manque pas de place. Donc, ces armes-là devaient être stockées ailleurs. Donc là, l'État est largement fautif, c'est-à-dire qu'il a manqué à sa mission, la mission de protéger les populations, parce que c'est une obligation de l'État, de la nation, c'est inscrit dans la Constitution, de protéger, d'apporter la sécurité à ses citoyens, à tous les citoyens congolais. Donc, alors, cette situation par rapport à, déjà, qu'est-ce qu'il y a à mettre des logements, des bâtiments construits? Je l'ai dit, pourquoi on n'a pas attribué des parcelles, construire un nouveau quartier et attribuer un nouveau quartier bien tracé avec toutes les infrastructures nécessaires, l'eau, le courant, quoi qu'on sait qu'on a du mal à avoir l'eau et l'électricité au Congo, mais n'empêche qu'on pouvait tracer tout un quartier et installer les gens parcelle par parcelle, comme ils étaient dans leur quartier. Et facilement, on retrouvait qui était qui, quelle est la famille qui occupe telle parcelle ou telle autre. Alors là, qu'on le veuille ou pas, comme vient de dire l'un des compatriotes, soit s'ils n'ont pas de logement, ceux qui ont été mis dehors, ben, il faut bien qu'on les loge quelque part. C'est de la responsabilité de l'État. On verra dans la conclusion qui va arriver voilà. dans quelques secondes. Voilà ce que je voulais dire. Voilà. Les droits humains sont bafoués au Congo-Brazzaville. On le sait, comme vient de dire M. Nsanga, les retraités, c'est des sinistrés également. Donc, il y a plusieurs sinistrés au Congo-Brazzaville. Ceux qui subissent les inondations, c'est des sinistrés également qui n'ont pas. L'État n'apporte aucune solution, alors que ça relève de la compétence de la nation, de l'État. Alors Lionel Gamba, nous sommes en 2012, le 4 mars 2012, des explosions avec mort d'hommes, destruction de biens matériels. Lionel Gamba, conseiller à l'époque d'un ministre, aurait pu faire autrement. Vos propositions à l'époque, nous n'allons pas reconstruire l'histoire, mais puisque qu'est-ce qu'on aurait pu conseiller justement à ceux qui, à l'époque, avaient la responsabilité de gérer cette crise? Ben, je pense que Alphonsine Puisa a été très clair et aussi. Non, je voudrais simplement que tu insistes là-dessus, c'est le sens de ma question. Oui, mais je vais insister, bien entendu. Ils ont été bien éloquents pour redéfinir la responsabilité de l'État. Moi, conseiller d'un ministre à cette époque-là, j'aurais pu dire qu'il incombait cette tâche à l'État de rétablir les familles dans leurs droits respectifs en ciblant deux possibilités. La première possibilité, c'était de redéfinir le quartier en réattribuant les parcelles loties aux anciens propriétaires. Comme cela, ça nous aurait évité des embrouilles. Ou alors aller construire un nouveau terrain, un nouveau quartier plutôt, plus loin, mais en tenant compte de la propriété privée du quartier qui a été détruit. Il faut dire aussi une chose, que tous ceux qui ont été victimes dans ces quartiers-là n'étaient pas propriétaires, il y avait aussi des locataires. Donc, à ce titre-là aussi, en tant que locataire, pour avoir été victime de ces explosions, l'État devrait les indemniser. Je regrette fort que la magouille
est devenue dans notre pays la monnaie la plus courante. Vous avez vu Jacques Soukouya qui était à cette époque-là dans le milieu même du pouvoir vous expliquer comment des individus ont dû percevoir 10 fois le montant qui était attribué à une famille. C'est scandaleux. Donc aujourd'hui, l'État doit reconnaître sa part de responsabilité, sa faute et la réparer. Il n'y a pas de faux sinistrés, il n'y a pas de faux documents qui circulent. Étant donné que on retrouve une famille qui est à la rue, qui va s'installer à Kindélé, eh bien, cette famille-là, elle a le droit de s'installer puisqu'elle ne peut pas dormir à la belle étoile. C'est à l'État congolais de pouvoir réparer toutes ces fautes-là. Je pense que s'ils avaient été pointilleux dans le règlement de la crise, on ne serait pas arrivé à ce que nous vivons aujourd'hui. Donc, la responsabilité incombe à l'État à 100%. Et il n'est pas trop tard pour que l'État puisse remettre les citoyens dans leurs droits. Voilà, merci Lionel, nous allons bientôt conclure. Mais Kolar Memi, c'est à vous. Voulez-vous insister sur cette responsabilité de l'État ou il y avait autre chose là à évoquer? Oui, bien sûr, on peut insister, on peut être amené à insister sur la responsabilité de l'État et aller même au-delà. Parce que, cher John Lewis, mes chers compatriotes en plateau avec moi, si exactement ce drame de 4 mars a été un attentat ou si cela a été un simple accident, mais quand nous nous plongeons dans la lecture faite par les magistrats congolais qui ont plaidé, qui ont statué là-dessus autour de cet attentat, nous nous apercevons que dans les 2 cas, accident ou attentat, dans les 2 cas, je le dis bien, dans les 2 cas, la responsabilité du gouvernement a été complètement, totalement et largement même engagée. Et donc, là où j'ai envie moi d'insister, si la responsabilité de l'État est totalement, largement, complètement engagée, en ce moment-là, il revenait donc au chef du gouvernement. Au chef du gouvernement, je dis bien au chef du gouvernement. Et à l'époque, on sait que le chef du gouvernement, c'était qui? Monsieur Denis Sassou Nguesso. C'était à lui d'en assumer complètement et courageusement même, j'allais dire, d'en assumer courageusement la responsabilité. Vous savez, quand vous avez un chef qui assume sa responsabilité, qui assume ses responsabilités, j'allais dire, on ne peut pas voir de telles dérives qu'on voit actuellement, où les sinistrés sont expulsés, où les gens vont toucher les sommes 10 fois, 15 fois. Enfin, M. Jacques Soukouya nous a fait cette révélation, mais c'est quelque chose qui est connu de tous les Congolais, puisque dans les quartiers nord de Brazzaville, on sait pertinemment que même les sujets de la RDC venaient, ceux qui étaient des locataires dans des parcelles, arrivaient justement à faire ces combines justement pour gagner, je crois, les 3 millions ou 4 millions 500 000 francs CFA qu'on proposait. Donc, quand vous avez un chef du gouvernement qui a été incapable, qui n'a pas été à même d'en assumer ses responsabilités, ne soyons pas surpris que ces genres de dérives puissent voir le jour. Ne soyons pas surpris que les victimes soient expulsées sans un seul mot. Ne soyons pas surpris que la gendarmerie, la police et parfois même l'armée, y compris même ceux qui sont censés assumer les responsabilités les plus nobles, j'ai envie de dire, dans ce pays, les huissiers, les procureurs de la République, etc., soient amenés à se comporter comme des citoyens ordinaires. Je suis vraiment triste, j'aime pas cette expression, mais quand je vois ce qui se passe dans le pays, quand je vois ce qui se passe dans mon pays, le Congo-Brazzaville, où les sinistrés sont boxés, parce que pour moi, on est en train là de les boxer encore, on est en train là de rajouter de la misère à la misère. Quand je vois la façon dont les sinistrés sont traités, j'ai envie de dire, mon Dieu, pourquoi le Congolais mérite-t-il toujours ce genre de traitement? Merci, cher Jean-Louis. Merci à toi, Kolar. J'avais quelques problèmes de micro. Alors, nous allons passer à la conclusion du dernier tour de table ici. Je rappelle que nous avons un débat sur les droits des sinistrés du 4 mars 2012. Donc, ces sinistrés sont dans la rue. Beaucoup d'entre eux sont de la rue. D'autres n'ont jamais perçu ce qui avait été versé, notamment les 3 ou 4 millions de francs CFA. Alors, la question, c'est comment régler le problème? Les dégâts sont là. Qui veut commencer
qui veut prendre le tour, des propositions sur comment résoudre le problème. Je signale que vous devez faire des ajouts. Vous n'avez pas besoin de revenir sur ce qui aura déjà été évoqué. Charles Alexandre. Je voudrais simplement savoir si la mairie de ce quartier a explosé ce jour-là. Ou bien la mairie est toujours en place. Ça fait longtemps, je ne connais pas Talangaï. Est-ce que la mairie était dans ce quartier-là? La mairie a explosé ou bien la mairie est ailleurs par rapport au quartier qui a explosé ce jour-là? C'est une question que je pose. Qui va répondre à la question? Okuya, est-ce que tu as une idée de… Non, la mairie n'était pas. La mairie n'a jamais été touchée, hein? Je peux répondre. Oui. En fait, la mairie de Wende est un peu plus loin que le rond-point Kolonda. Voilà. Donc, à côté du marché. La zone qui a explosé, c'est où se trouvait le lycée de la Révolution, Gampo Lilou, le camp de l'intendance, le génie et le blindé. Voilà, donc les parages d'Ebina, là, hein, vers Ebina. 753 jusqu'à Ebina. Voilà. Donc, à mi-chemin entre Dr Blaché et Ebina. Voilà, Alexandre. Une idée déjà de la zone? Je t'informe que la mairie est intacte. Hein, Ah oui, non. Quand il parle de lycée de la Révolution et la mairie de Wende, ça, c'est mon quartier. Mais on parle également d'une partie de Talangaï. Oui, Talangaï, on parle de Kangambandi, qui est juste derrière le camp. C'est pour ça que j'ai parlé du régiment blindé. Alors, parce donc que ça, c'est géré par la mairie de Talangaï. Le régiment blindé est à cheval entre Pila et Talangaï. Et la mairie qui gère cette partie-là, c'est la mairie de Talangaï, je pense, non? En fait, il y a eu 3 communes touchées, donc il y a 3 mairies qui devaient intervenir, logiquement. D'accord, ok. C'était donc facile de retrouver, au lieu d'inventer des listes comme ça à la va-vite, c'était facile de retrouver les propriétaires. Oui. Non, mais franchement, moi je pense que Jacques Sekouya a compris ma question. Oui. Mais oui, j'ai compris. Honteux. J'ai compris, totalement. Franchement, parce que j'estime que, en fait, ça relève beaucoup de la mauvaise foi. Exactement. Et de la mauvaise intention. Parce que, comme tout le monde est intervenu, bon, j'aime bien et je préférais écouter plutôt que de parler. J'estime que déjà mon frère Collard… Jacques, c'est votre tour là, maintenant, parce que nous faisons la conclusion. Allez-y. Je suis d'accord, totalement d'accord avec mon frère Collard, avec Lionel Hubert-Gamba et avec Alphonse Mukwiza. Pour cette fois-ci, je suis d'accord avec tout le monde. Parce que je ne comprends pas pourquoi, après qu'il y ait sinistre dans cette zone, les listes soient inventées. Parce que les listes n'ont pas été réelles. J'ai mon propre petit frère qui était victime, qui n'a jamais perçu rien du tout, parce qu'il fallait une intervention, et comme personne ne l'a faite, il n'a jamais perçu. Et comme Lionel l'a souligné, il était locataire. Mais c'est mon demi-frère, c'est mon frère maternel. Donc, il n'a rien perçu. Rien. Donc, j'estime que ces gens sont de très mauvaise foi. Ces gens sont mal intentionnés. Mais non, je vais préciser un truc. Sassou était bien chef du gouvernement. Sa lâcheté, c'est de ne pas avoir assumé ce rôle. Mais néanmoins, nous vivons dans un pays où nous voyons un système quand même. Quand la responsabilité incombe au ministre de l'Intérieur, il doit prendre ses responsabilités ou assumer. Au ministre de l'Action sociale, il doit assumer. La faute du président, c'est de ne pas avoir condamné ces gens-là. C'est sa plus grande erreur. Chef de gouvernement ou pas, si on te nomme ministre, c'est pour faire ton boulot. Tu es maire, tu fais ton boulot. Tu ne le fais pas. Ton supérieur hiérarchique ne te sanctionne pas. Vous êtes tous les deux coupables.
Donc, c'est juste la précision que je voulais apporter. Sassou est coupable pour ne pas avoir sanctionné, mais les ministres de tutelle et les maires de la zone sont directement responsables eux aussi. Il ne faut pas les épargner. Voilà l'impunité. Nous verrons avec Alphonsine Mikuza si peut-être 12 ans après, non, 10 ans après, ces mesures-là doivent tomber. 8 ans après. Alors, Bakim Kaya, voilà votre conclusion rapidement. Oui, merci. Que faire justement? Ben, moi, je dirais que tout ce qui s'est passé du drame du 4 mars, c'est comme a dit Jacques Kouya, le gouvernement n'a pas rendu service au niveau des populations. Et de surcroît, le message que moi je veux faire passer au peuple congolais en particulier, il faut jamais avoir toujours ces idées-là de dire que nous sommes du côté du pouvoir, nous sommes de ceci, parce qu'après le 4 mars, on a vu la solidarité des peuples congolais. Quand je parle des peuples congolais, je regarde même de l'autre côté de la RDC, les gens qui ont compati de cette douleur. Malheureusement, quand il y a des affaires sérieuses de la nation, il y a une bonne partie de la population congolaise, cette partie qui habite dans les quartiers Pila et autres, pense que les meilleurs Congolais, ce n'est que eux. Je pense qu'il est grand temps que les Congolais doivent tirer la leçon de savoir qu'on est pareil, on est tous des Congolais, on doit se mettre la main dans la main pour sauver le pays. Peu importe que tu aies un parent ministre ou pas, parce que le degré de la corruption qui se passe aujourd'hui dans mon pays, c'est criard. Il y a ces choses qu'on ne peut pas vendre à la nation, mais voilà le message que je veux passer à travers cette émission. Voilà, je ne m'arrête pas. Voilà, merci Alphonsine, ça vous touche pratiquement. Hein. Alphonsine? Oui, merci, Monsieur Jean Lewis. Oui, vous m'entendez? Oui, oui. Oui, merci pour cette parole. Alors, je ne reviens plus sur ce qui a été dit, hein, mais nous constatons l'abandon de la population en général, la population congolaise. Hein. Donc, il y a l'abandon partout de cette population qui souffre. Donc, il n'y a pas que il n'y a pas que les sinistrés. Hein. Alors, moi, du 4 mars, moi, ce que je propose, c'est dommage parce que finalement, c'est des paroles en l'air. Hein. On n'arrête pas de faire des propositions, mais les propositions à qui? Des gens qui savent faire quoi? Voilà la question. Donc, je me dis, ils devraient déjà commencer par recenser ceux qui sont hébergés à Kintele. Peu importe que ce soit des victimes ou pas. Donc, déjà commencer à recenser. S'il y a des gens qui y vont, ça signifie que c'est des gens qui n'ont pas déjà de logement. Donc, il faut commencer par recenser tout ce monde-là, tous ceux qui occupent ces logements-là, et remonter le temps en quelque sorte. Remonter le temps, c'est-à-dire aller récupérer les documents du cadastre de tout ce quartier-là. Donc, une fois qu'on a récupéré les documents du cadastre de tout ce quartier, bien on compare. On compare lesquels qui sont logés, qui méritent d'être logés là, et lesquels qui ne méritent pas d'être logés, mais il faut quand même les loger. C'est ça. Donc, on a beau dire qu'on expulse, on va expulser, mais vous allez les expulser pour les mettre où? Il faut bien trouver une solution, même s'ils n'étaient pas victimes. Ils sont toujours victimes de quelque chose, du manque de logement, par exemple, du manque de moyens pour louer un logement. Il y a ça également. C'est tous les maux de la société congolaise qui apparaissent là à Kintele. C'est tous les maux finalement. C'est le reflet de toute la misère du Congo. Entre ceux qui ont subi, qui n'ont rien, et ceux qui n'ont rien, qui veulent bien profiter de quelque chose. Et l'argent, la manne financière qui a été mise en place, il faut bien un contrôle de ces fonds, d'utilisation de ces fonds. Qui a pris quoi? Pour faire quoi? Qui a géré? Qui a donné à qui? Il faut que les sanctions tombent. Mais les sanctions vont tomber tout à l'heure, on a dit le ministre de l'Intérieur. Mais c'est celui qui est à la tête du gouvernement qui doit mettre en place les sanctions pour que tout le monde puisse suivre.
Mais si la tête ne sanctionne pas, comment voulez-vous que les autres puissent faire leur boulot, respecter les textes, la loi? C'est parce qu'il n'y a pas de sanction. Et la sanction doit venir du pouvoir de l'exécutif, celui qui dirige le chef du gouvernement ou le président de la République. C'est lui qui a la tête de ce pays tout de même. Donc, quand le subalterne, la personne que vous avez nommée ne remplit pas les conditions, ne respecte pas la loi, mais il faut virer la personne, mettre quelqu'un de compétent. Voilà. Mais on est dans un système dictatorial où c'est un système clanique, familial. D'ailleurs, vous vous rendez compte que celle qui va expulser les gens, c'est la fille à Sassou Nguesso. Vous voulez que les choses avancent comment? Et il faut voir qui elle expulse. Si vous allez vérifier, vous allez voir que c'est par affinité, c'est par complaisance, c'est par clan, c'est par lien. Sûrement qu'elle n'expulse pas tout le monde. Donc, c'est toujours cette gestion clanique qu'on retrouve au Congo-Brazzaville. Donc, dans tous les domaines de la gestion où il y a l'argent au Congo-Brazzaville, c'est le clan de Sassou Nguesso qui est là. Donc, on nous parle de Bouya, mais Bouya, c'est la famille de Sassou Nguesso. Vous pensez que Sassou Nguesso va sanctionner sa famille? Mais ils ont la caisse de l'État, ils ont tout. Ça les arrange. Voilà. Donc, c'est ce que je voulais dire là. Comme voilà, conclusion. merci. Donc, Lionel Gamba, vous avez le bonheur donc, de conclure cette émission. Mais j'ai rien dit, moi. Moi aussi, je voulais rebondir sur une chose. Colère, vous avez déjà réagi, non? Ben non, là, on fait le tour de table. Oui, nous faisons. Monsieur Okuya a parlé, Monsieur Bakim a parlé. Oui, je vous laisse tous parler, je vous écoute. Voilà. Seulement, je voulais rebondir sur une chose. Colère a parlé combien de fois? Deux fois. Voilà. Bon, vous allez conclure donc l'émission. Très bien, merci. Jacques Okuya, vous interviendrez après Lionel. Lionel, voilà, vous avez là de la matière, mafia, incompétence, misère des populations, irresponsabilité de ceux qui dirigent. Est-ce que peut-être un appel au ressaisissement, un mot aux sinistrés qui sont dans la rue? Lionel Gamba, 2 minutes pour le faire. Oui, mais moi, je vais d'abord m'adresser au gouvernement pour dire qu'il n'est jamais trop tard pour bien faire. Donc, au vu de la situation malencontreuse aujourd'hui, qu'ils prennent leurs responsabilités, qu'ils tentent de résoudre le problème avec courage. À l'endroit des sinistrés, je dirais qu'ils ne lâchent pas de l'Est, puisque elles sont victimes, elles ne sont pas coupables. Donc, elles devraient demander réparation. L'État devrait résoudre cette faute. Et je bondis sur cette même affaire pour dire qu'il n'y a pas que les sinistrés du 4 mars qu'il faut que l'État indemnise, mais il y a aussi les sinistrés des guerres dans le pool. Certaines familles aujourd'hui sont obligées de végéter à Brazzaville parce que dans les villages, il n'y a plus de maisons, il n'y a plus de quoi soutenir une vie. Donc, je dis que tout ce qui est arrivé dans notre pays depuis 1997, date à laquelle une guerre fratricide a été engagée à nos jours, l'État doit prendre la mesure d'indemniser toutes les victimes sans appartenance clanique, sans mauvaise foi. Il faut que la justice soit pour une fois équitable et regarde tous les problèmes. Il n'y a pas que le 4 mars, mais l'État doit prendre ses responsabilités et toutes ses responsabilités parce que c'est lui qui est responsable de tout ce qui est arrivé. L'État est coupable, comme venait de dire Collard, lors des jugements. Les juges ont bien fait ressortir la responsabilité de l'État. Je pense que de ce côté-là, il n'y a pas match. L'État doit prendre ses responsabilités. Voilà. Voilà, je voudrais donc donner la parole à excuse-moi, Collard,
Il n'y a, J'ai pas failli, de- il y a pas de souci. Je te te rappelle voler, tout de suite, voler un donne-moi tour. 5 minutes. Je suis sur Radio-Canada. Alors, donc, Colin, vous avez la parole là, pour ta conclusion. Très bien, merci. Alors, Jacques, il faut... Jacques, ouvrez votre micro. Hein. D'accord. Il faut que sur ce plateau, nous soyons tous d'accord. Parce que avant tout, c'est le pays que nous a légué nos ancêtres. Au lendemain de ce dysfonctionnement de l'État, parce que les mots, on peut, voilà, de ce dysfonctionnement de l'État, on a vu que l'État congolais avait été débranché. Pardon de le dire comme ça. L'État congolais avait été débranché dans tous les sens. Au sens de la responsabilité, au sens de je sais pas quoi. L'État congolais avait été responsabilité. Alors, si l'État avait été débranché, il y a eu quand même une reprise de conscience de la part de l'État. La preuve, nous avons eu ce procès fleuve autour de ce 4 mars. Et donc, selon les conclusions du procès, la thèse de l'attentat avait été retenue, avait été mise en l'honneur. Et dans ces conclusions, l'État nous dit quoi? Un caporal-chef, le nommé, je crois, Kakom, a été reconnu comme cerveau penseur, a été reconnu comme exécutant dans cette affaire. Cela signifie quoi? Cela signifie simplement que, du point de vue des conditions sécuritaires, mais vraiment des conditions sécuritaires, parce que c'est ça, si l'État est débranché, il ne peut plus y avoir des conditions sécuritaires. Et j'ai envie de dire qu'avant même le procès, donc avant même l'attentat du 4 mars, l'État était défaillant. Parce que c'est ça, selon les conditions sécuritaires, il y a eu en effet la défaillance du point de vue renseignement. Le renseignement n'a pas fonctionné. Pardon, je n'aime pas trop citer ceux qui ont la responsabilité au pouvoir dans la gestion de... Mais on voit très bien que si on s'en tient à ce jugement, si on s'en tient à ce procès, que M. Okemba, chargé, M. Okemba, Jean-Dominique Okemba, hein, le Mwananzambe, le tout-puissant, voilà, on le sait, que ce M. Okemba, chargé de renseignement, n'a pas pu endiguer, c'est ça le terme, n'a pas pu endiguer une telle perspective. Parce que, comment comprendre et expliquer qu'un sous-officier soit concepteur et exécutant, voilà, pardon, c'est là ma conclusion, mais qu'un sous-officier, pour ceux qui nous comprennent bien, quand vous commencez à les combattants et caporal, un caporal-chef soit concepteur d'un tel dysfonctionnement et exécutant d'un tel attentat. Bon, heureusement que le procès nous a fait comprendre qu'avec lui, il y a eu, bien entendu, la complicité des officiers supérieurs, y compris ceux qui ont occupé, bien entendu, ceux qui ont occupé, pardon, mon machin commence à déconner, ma caméra commence à... Ceux qui ont occupé des postes suffisamment sensibles. Il y a donc là eu des choses, il y a donc là, j'ai envie de dire, Chen John Lewis, à travers le verdict du procès qu'on a eu, après, au lendemain de cette situation du 4 mars, le procès nous a montré qu'il y a là des choses qui nous échappent encore, des choses à comprendre et des leçons à tirer. Si nous voulons remettre le pays en état, si nous voulons rebrancher, puisque j'ai parlé du débranchement, si nous voulons rebrancher notre pays, quand je dis rebrancher le pays, ben c'est justement donner la possibilité à l'État congolais d'assumer son rôle. C'est-à-dire que le ministre de la Défense assume son rôle, que le ministre de l'Intérieur, en la personne de M. Zéphirin Mboulou, qui nous a fait la proposition que les militaires doivent aller voter. C'est là où je trouve que deux fois, le Congo, franchement, c'est triste. Que le ministre Mboulou assume complètement son rôle, que le Premier ministre assume son rôle, que le chef de l'État lui-même, enfin, M. Denis Sassou Nguesso, soit amené à assumer son rôle, parce que sinon, ça ne sert à rien. Au départ, j'ai dit ceci. Il faut un jour réunir l'ensemble. C'est ce que j'ai dit au départ, M. John Lewis. Souvenez-vous quand on a commencé cette émission. Il nous faut un jour réunir l'ensemble, mais je dis bien l'ensemble des éléments d'analyse pour ainsi dire la vérité. Sinon, la part de vérité aux Congolais, parce que là, les Congolais subissent simplement ce qui s'est passé. Ce n'est qu'une partie. La méchanceté de ce qui a été posé comme acte, les Congolais subissent. Et donc, il nous faut un jour savoir pourquoi les Congolais subissent un tel traitement, ce traitement si amer. Donc, il nous faut réunir un certain nombre d'éléments pour que, effectivement, la part de vérité soit donnée, sinon soit dite
à nos compatriotes congolais. Voilà, quand j'ai dit cela, j'ai envie, pour terminer, de rappeler un fait. Un fait peut-être qui doit nous interpeller tous, mais toujours dans le cadre de ce dysfonctionnement qui a eu lieu le 4 mars 2012. Vous savez, au lendemain de le même jour même, très tôt, pas lors de la deuxième explosion, quand il y a eu la première explosion, on a vu l'ancien ministre, M. Charles Zakari Bouao, et le ministre, l'actuel ministre de l'Intérieur, en la personne de M. Raymond Zéphrin-Mboulou, pas se précipiter, mais aller sur le plateau de Télé Congo et répondre aux questions de M. comment on appelle, Mombenga ou je ne sais pas qui, mais le journaliste, il est encore là. Et M. Zakari Bouao nous a bien fait comprendre, à T0, à réaction chaud, les informations qu'il avait, parce qu'ils avaient appelé les hôpitaux, ils avaient des experts sur le terrain. C'est ça que M. Zakari Bouao nous a fait comprendre. Les réactions, enfin, les informations, selon les informations qu'ils avaient, c'est que lors de la première explosion, il n'y avait pas encore de morts. Lors de la première explosion, il n'y avait pas encore des maisons détruites. Il n'y avait pas encore des quartiers, tout un quartier, toute une zone, des zones complètement dévastées. Il n'y avait pas encore, comme on le voit aujourd'hui, des zones ensauvagées volontairement, parce que bon, ça, ce n'est que la conséquence. Mais une fois qu'ils ont fini leur intervention, une fois que M. Zakari Bouao a fini son intervention, parce que M. Mboulou n'avait pratiquement rien dit, enfin, selon les images que j'ai encore en mémoire, il y a eu une deuxième explosion, celle qui a été la plus meurtrière, la plus destructrice, la plus sauvage, celle qui a endeuillé des familles. Et ce que je voulais vous dire, c'est quoi? Qu'est-ce qu'on a vu par la suite? On a simplement vu que la première, sinon les premiers mots de M. Zakari Bouao ont été relayés jusqu'à 19h. Sinon, peut-être plus tard, que ce soit à la télé ou à la radio, où M. Zakari Bouao demandait aux gens de rester tranquilles, où M. Zakari Bouao demandait aux gens, présenter les excuses aux gens, disant qu'il ne s'est rien passé, etc. Donc, cette démarche qui a consisté à faire passer en boucle les propos de M. Zakari Bouao, qui étaient, bien entendu, les déclarations faites à T0, parce que quand il se retrouve, il n'y avait pas encore la deuxième explosion. Pour moi, cette attitude qu'a eu M. Denis Sassou Nguesso, parce que c'était lui, le chef du gouvernement, il pouvait dire arrêtez avec ce communiqué, ça ne sert à rien. M. Bouao a dit ce qu'il s'est passé aux premières heures, à la première minute, et donc, depuis un certain temps, il y a eu une deuxième explosion. Et donc, cette attitude a consisté simplement à, en quelque sorte, noyer M. Bouao. On a voulu faire de ce monsieur, on a voulu faire de M. Bouao, qui a dit sa part de vérité pourtant. Hein, parce que bien après, nous pouvons nous souvenir de l'entretien de M. Bouao qu'il a accordé sur la chaîne Afrique-Asie, où il a dit un certain nombre de choses. Donc, cette attitude, oui, je vais finir, je vais chuter, cher Jean-Louis. Pardon, parce que vous m'avez accordé 2 minutes, je vais chuter là. Cette attitude de l'État congolais, cette attitude des autorités en place pendant la deuxième explosion, qui ont laissé passer le ministre de la Communication, je ne sais pas à l'époque si c'était M. Thierry Mongala, mais en tout cas, ces autorités, ces responsables ont laissé aux Congolais le sentiment que M. Bouao avait trompé, ont laissé ce sentiment que M. Bouao était dans le faux, alors que monsieur, encore une fois de plus, monsieur Denis Sassou Nguesso, si ce n'est monsieur Jean-Dominique Okemba, qui donne des fiches justement à monsieur Denis Sassou Nguesso, savait que ce que monsieur Bouao disait, c'était bien entendu la première réaction qu'ils avaient en fonction des experts sur le terrain, en fonction de ce qu'ils avaient vu ou de ce que les hôpitaux, parce que c'est le cas de le rappeler, ils avaient appelé les hôpitaux, de ce que les hôpitaux leur ont dit. Les hôpitaux ont dit que jusque-là, nous n'avons pas enregistré un seul mort. Bon, enfin, M. Jacques Sokouya, qui est avec nous sur le plateau, peut peut-être dire si je suis en train de mentir. Et je pense, puisqu'il était encore à cette époque-là, très proche de ces milieux-là. Donc, je pense que c'est avant tout à ceux qui ont la responsabilité au Congo de rebrancher le système, de rebrancher le pays. Tant qu'eux, ils ne feront pas, nous pouvons parler de ces victimes qui, M. Ngamba l'a dit, ne doivent pas désespérer. Ça, c'est un langage qui m'est familier parce que justement, face à la diversité, il ne faut pas désespérer. Mais nous voyons très bien que les populations sur le terrain, les habitants sur le terrain peuvent à un moment donné compter. Mais tant que l'État n'a pas justement apporté une part de franchise, une part de sérieux,
mais on peut se dire simplement que rien ne va se faire. Le 4 mars sera simplement une journée, Alors, une date qui aurait détruit la vie des milliers de Congolais. Merci. Collard, Pardon si j'étais lent. Merci. Tu me dois 3 minutes pour samedi prochain. Là. Merci. Alors, Jacques, allez-y, 2 minutes pour nous séparer. Moi, je vais être très bref. Oui, allez-y. Ce que je vais dire, moi, dans ma démarche, depuis que j'ai commencé ce combat, je me bats dans une optique de vérité. Je n'ai pas de parti pris, que ce soit pouvoir ou opposition, j'en ai que battre. Donc, je dis ce que j'estime vrai et qui est vérifié. J'ai entendu notre sœur dire que c'est la fille de Sassou qui a envoyé expulser les gens. Je ne sais pas quelle fille, parce que la gendarmerie, je sais qui en est le chef. Et je ne crois pas que cette fille, qui qu'elle soit, peut lui donner un ordre. Déjà, la police non plus. Donc, c'est un problème un peu de complaisance ou de plaisance. On veut plaire à je ne sais qui, qu'on prend des victimes pour des coupables. Donc, ce n'est pas le procès Nguesso dont on parle. On est en train de parler d'un État qui ne marche pas. Dans cet État, il n'y a pas que Sassou. Il y a Sassou et toutes les merdes qui sont derrière. Dans toute la racaille derrière. Là. Donc, taper sur Sassou, c'est ce qui les arrange. Parce que c'est ça qui maintient même leur commerce en vie. Parce que ce sont ces mêmes-là qui conditionnent le problème qui se passe aujourd'hui. Donc, je ne sais pas s'il y a une des filles de Sassou qui a demandé d'expulser les gens, mais je ne crois pas. Parce que j'ai servi aux ordres, je ne crois pas qu'il y a une fille de Sassou qui pouvait nous donner des ordres. Maintenant, deuxième des choses, moi j'estime que Boao était dans l'erreur. Parce que, selon les premières estimations, il a parlé, mais en tant que bon ministre, quand il a eu les infos, il aurait pu revenir à ce qu'il a dit, ce qu'il n'a pas fait, parce qu'il voulait plaire à ses maîtres. Parce qu'il voulait plaire à ses maîtres. Et quand on veut plaire, on doit assumer ce qui va avec. Quand on veut faire le chien, on doit savoir qu'on a un propriétaire après. Parce que c'est lui qui nous nourrit. Et c'est ce que les Boao et tous les autres font. Aujourd'hui, le problème des sinistrés me fait mal. Pourquoi? Parce que les gens, pour plaire, selon eux, ils plaisent, préfèrent sacrifier la population pour protéger leur position. Et cela ne n'arrange plus personne, ni dans l'opposition et même certains dans le pouvoir, qui n'ont juste pas le courage de le dire. Parce qu'aujourd'hui, je peux estimer que, j'ai entendu ma soeur dire qu'il y a des victimes, d'autres ne sont pas. J'estime que tout le monde est victime du 4 mars. Parce que être victime n'est pas être dans la zone de conflit, mais être aussi victime collatérale, c'est déjà être une victime. On le voit ici, dans le cadre, il peut y avoir une explosion ici. Moi, je suis en Turquie, mais en revenant, le fait que ma maison et ma famille ont été touchées, je deviens victime de cela. Parce qu'il y a des victimes psychologiques aussi. Tout le monde est victime de la crise du 4 mars. Collard, tout à fait d'accord avec ce que tu as dit. Le gouvernement ne prend pas ses responsabilités. L'homme de tête n'a pas pris ses responsabilités parce qu'il n'a pas sanctionné les personnes en temps et en heure. Le chef du renseignement devait prévenir et il a échoué. On ne comprend pas pourquoi il est toujours en place. Le problème, ce n'est pas parce que c'est les parents de Sassou ou autres, parce que Tati Mabiala n'est pas son parent. Mungala, c'était son plus fervent opposant. Aujourd'hui, c'est devenu son perroquet national. Il n'est pas son parent. C'est un cercle qui se connaît bien parce que c'est les enfants d'eux, les frères d'eux, les œufs d'eux. Oui, on peut attaquer la famille, mais c'est bien de faire le procès Nguesso. Le problème, c'est que nous tous qui parlons là, si demain on nous met, que ferons-nous? C'est ça que je veux savoir un jour aujourd'hui. Et un jour, si nous qui sommes là aujourd'hui à parler de ça, tout ce que vous avez dit est correct. Je suis à 100% d'accord avec tout le monde sur ce qui s'est dit aujourd'hui. Mais que devons-nous faire pour que le Congo change demain? Là, je rejoins la question de notre aîné Jean Lewis.
Que Voilà. devons-nous faire pour que ça change? Que devons-nous imposer à ce pays, à ce gouvernement, à Sassou, pour que le pays change demain? Je ne veux pas qu'on me dise qu'il faut tuer ci, enlever ci. Parce que je vous l'ai dit depuis le débat, depuis le début. Je n'ai jamais combattu Sassou. Je ne le combattrai jamais. Je ne combats pas Sassou, je combats un système. Et ce système, c'est Sassou et tous les petits diablotins autour. Eh bien, couper la tête qui est aussi. Voilà, je crois que sa valeur de conclusion générale, merci. C'était une longue édition, simplement parce que le plateau était surchargé. Merci donc d'être venu à cette édition. À toi, Kola Armemi, à Lionel Gamba, Jacques Sokouya, Alphonsine Mukwiza, le doyen Charles Alexandre qui est parti, je crois, Bakim depuis Brazza. Je vous retrouve donc demain à l'édition internationale où nous parlerons notamment des troisièmes mandats, de la question des transitions du Mali, comme vous pouvez l'imaginer. Alors, donc, venez à cette édition avec le professeur Yemei. Nous aurons également des nouveaux, des gens, des invités qui seront reçus par les amis de la rédaction demain à partir de 12h de Chicago, 19h de Paris. Merci d'avoir suivi cette édition du Journal de la Communauté. Moi, c'est… Excuse-moi, avant que tu coupes. Tu m'entends là? Allez-y. Je voulais juste profiter de cette émission pour te dire, je ferai un direct demain à 17h, mais après ce direct, je serai chez toi en ligne avec Lionel Hubert Gamba pour sortir preuve à l'appui, les vérités sur l'affaire du beach. Preuve à l'appui. J'ai une valise de preuves, vidéo à l'appui. C'est intéressant. Je ne donne pas plus d'éléments. Je ne donne pas plus d'éléments, mais tout sera démontré, preuve à l'appui, et je le ferai chez toi. Merci beaucoup, Jacques, pour cette exclusivité. Alors, donc, demain, rendez-vous pris avec Jacques Sokouya. Demain, nous allons donc insérer cette intervention dans le cadre de cette intervention. Nous verrons bien, nous allons faire des arrangements et les auditeurs seront fixés sur l'heure exacte même de cette intervention de Jacques Sokouya. Alors, merci d'avoir suivi cette émission et d'être venu à la radio de la communauté et bon week-end à vous.